Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver enfin après avoir été totalement débordés par l'actualité du monde magique qui nous a laissé très peu de temps et même beaucoup trop peu de temps en fait pour reprendre un peu nos bonnes habitudes et surtout les contenus que nous préférons créer sur cette chaîne, à savoir, vous le savez, l'étude des personnages de Harry Potter. Et d'ailleurs, si, et on le sait que vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre chaîne et également à liker cette vidéo et à la partager parce que ça nous aide évidemment à nous faire connaître. Vous le savez, depuis la création de cette chaîne, nous adorons plonger de manière assez régulière dans l'histoire des personnages petits, grands, secondaires, minuscules, etc., qui ont été créés par J.K. Rowling, que ce soit dans la saga Harry Potter ou dans les Animaux Fantastiques, et on adore aller fouiller dans la psychologie et même les tréfonds entre guillemets de l'âme de chaque personnage. Raison pour laquelle nous sommes très heureux de constater que la nouvelle adaptation en série télévisée semble laisser davantage de place aux personnages secondaires que ce ne fut le cas en fait dans l'adaptation cinématographique, qu'il faut bien reconnaître quand même comme étant relativement incomplète et même parfois assez déficiente. Il ne faut pas hésiter à dire le terme. Aujourd'hui, et il est vrai, c'est assez rare sur notre chaîne, nous allons traiter d'une élève de la maison Poufsouffle, qui est peut-être la maison que nous traitons le moins habituellement, sans forcément d'ailleurs qu'on identifie véritablement de raisons particulières. En vrai, il apparaît assez évident que, sans le vouloir, nous avons peut-être été, on va le reconnaître, un peu influencé par l'adaptation cinématographique qui n'a laissé presque aucune place aux élèves de la maison d'Helga Poufsouffle en dehors de Cédric Diggory, dont on sait que le sort tragique n'aura pas permis véritablement d'explorer plus profondément son histoire. Il est vrai que la maison Poufsouffle est quand même relativement mise de côté dans l'adaptation cinématographique, et c'est vrai que, mis à part Cédric Diggory et un petit peu dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, on a du mal à voir véritablement qui sont les acteurs importants et structurants de l'adaptation cinématographique pour la maison Poufsouffle. Bref, aujourd'hui, nous allons aborder un personnage sur lequel les spectateurs de Harry Potter ne connaissent en fait absolument rien s'ils n'ont pas eu l'immense bonheur et l'immense joie, même la grâce, dirons-nous, de plonger leur nez dans les romans de J.K. Rowling. Et pourtant, il y aurait eu, pour le coup, une certaine forme de logique à développer ce personnage qui épousera, vous le savez, après la bataille de Poudlard, l'un des personnages principaux de l'histoire. Anna Abbott est une sorcière qui est donc de la même génération que celle de Harry Potter. Elle est donc au plus fort de la première guerre du monde des sorciers, au moment où absolument tout est perdu. Si l'on ne sait pas grand-chose sur ses parents, on sait qu'elle descend d'une famille de sang pur, puisque la famille Abbott appartient au groupe de familles communément appelé les 28 sacrés, vous savez, sorte de liste un peu sinistre regroupant les 28 familles plus ou moins originelles et totalement garanties 100% sang pur. Enfin, en tout cas, presque. En l'occurrence, Anna Abbott n'est pas une sang pur, puisqu'elle se déclare elle-même comme étant une sorcière de sang mêlé, ce qui indique qu'au moins l'un de ses deux parents est un moldu ou a une ascendance moldue, en tout cas très proche. On ne connaît pas grand-chose dans son enfance, pour le coup, qui n'a été absolument pas couverte par J.K. Rowling, et nous la découvrons en fait au moment de son arrivée à Poudlard, la même année donc que Harry Potter. Compte tenu de son nom, elle apparaît en premier sur la liste alphabétique de Minerva McGonagall qui va permettre de répartir les élèves dans leur maison. Elle est donc la première à enfiler le chapeau magique et à être répartie dans la maison Poufsouffle, où elle sera rejointe ensuite par différents camarades que nous retrouverons aussi tout au long des aventures de Harry Potter, comme Susan Bones par exemple, Justin Flynn-Fletcher ou encore Ernie Macmillan. Le premier tome ne s'attarde pas particulièrement sur l'histoire de ce personnage, mais dont on comprend en fait assez facilement qu'elle fait partie du cercle, certes secondaire, mais quand même relativement proche de Harry Potter. Les liens entre Gryffondor et Poufsouffle ont toujours été relativement assez proches, il n'y a jamais eu de problématique particulière entre les deux maisons, et donc il est tout à fait logique que l'entente se passe plutôt correctement. On sait qu'ils partagent de nombreux cours ensemble, et que la jeune Anna doit commencer à découvrir petit à petit Harry, Ron, Hermione et aussi leurs amis. On notera d'ailleurs que dans la bande-annonce de la série, en tout cas de la première saison évidemment de Harry Potter sur HBO, il y a quand même une certaine place pour la jeune actrice India Moon, qui va donc interpréter le personnage de Anna Abbott, et on la découvre en fait vraiment aux côtés de Harry, notamment par exemple pendant une bataille de boules de neige, ma foi, somme toute assez sympathique, et c'est vrai que voilà, c'est un personnage qui a l'air quand même, en tout cas, d'être dans, on va dire, un cercle assez secondaire, mais qui existe.
La seconde année laisse un petit peu plus de place à Anna Abbott, il est vrai, dans le contexte très lourd qui est celui de l'école, qui se retrouve, vous le savez, confrontée à la très délicate situation qui est celle de la possible réouverture de la Chambre des secrets. On se souvient qu'au départ, l'identité du sorcier qui a ouvert la Chambre des secrets demeure totalement inconnue jusqu'à ce qu'un regrettable incident survienne impliquant Harry Potter et Justine Fletcher, un des camarades d'Anna, donc dans la maison Poufsouffle. On se souvient que Gilderoy Lockhart avait eu l'étrange idée de développer un club de duel pour aider les élèves à se défendre éventuellement contre le monstre de la Chambre des secrets. Club, on le sait, bien inutile in fine, on est d'accord, mais durant lequel un événement va venir quand même changer un peu la typologie habituelle de l'année, en tout cas si on peut utiliser le terme habituel pour une année à Poudlard, ce qui semble assez aventureux, on vous l'accorde. Harry Potter et Drago Malfoy vont devoir s'affronter, vous vous en souvenez, dans un duel qui relève davantage d'un duel en fait d'ego surdimensionné que d'un véritable duel magique. Excédé par sa propre faiblesse, Drago Malfoy, à un moment donné, va faire apparaître un serpent qui se tournera, vous le savez, vers Justine sans aucune raison apparente. Harry Potter va alors intervenir, plonger dans une sorte de transe dont il ne s'en rend pas compte en s'adressant au serpent. Les centaines de témoins entendent Harry Potter s'exprimer en fourche-langue et il est vrai que quand on prend le temps d'y réfléchir, on imagine assez peu souvent le choc en fait que cela a pu être pour des sorciers d'entendre cette langue maudite, cette langue noire, si on prenait une forme d'analogie en forme de clin d'œil avec un autre univers magique, mais c'est vrai qu'il est très étrange d'entendre ce type de langue dans une école où tout le monde sait que cette langue n'a été parlée que par Voldemort ces dernières décennies. En plus du choc, personne ne comprend en réalité ce que dit Harry et tout laisse à penser que Harry ordonne aux reptiles de s'en prendre à son camarade de Poufsouffle avant évidemment que le professeur Rogue ne mette fin à cet sombre et étrange moment. Cet épisode crée, il est vrai, beaucoup d'interrogations. Justine, lui, est totalement persuadée d'avoir failli être la victime de l'héritier de Salazar Serpentard. Ses camarades de Poufsouffle font, il est vrai, ensuite en partie bloc derrière lui. Et on sait qu'une discussion d'ailleurs va être animée entre Ernie Macmillan d'un côté et Anna Abbott sur le sujet. Anna, au départ, elle est un peu sceptique sur la question. Elle sait que Harry est un garçon gentil, qu'elle apprécie, avec qui elle s'entend très bien, et elle peine à croire que Harry Potter puisse être l'héritier de Salazar Serpentard, car dans sa tête, il est absolument improbable que celui qui a défait Lord Voldemort soit en fait quelqu'un de mauvais. À force d'échanger avec ses comparses de Poufsouffle, elle va se laisser petit à petit convaincre, tout en gardant en réalité quand même une certaine distance vis-à-vis de cette théorie. En soi, on peut dire qu'elle était déstabilisée par la situation, mais pas nécessairement non plus complètement convaincue. Quand Hermione Granger, connue pour être la meilleure amie de Harry Potter, fut elle-même victime du monstre de la Chambre des Secrets, on sait que Anna Abbott et ses amis vont s'excuser collectivement d'avoir pu soupçonner Harry Potter d'être l'héritier de Salazar Serpentard et donc d'avoir lâché le monstre de la Chambre des Secrets. Ils savaient naturellement que jamais Harry Potter ne s'en serait jamais pris évidemment à Hermione Granger. C'était absolument impossible. Et à partir de ce moment-là, Anna Abbott ne tiendra plus compte des rumeurs et accusations et pensera, comme une partie des amis de Harry Potter, que Drago Malfoy est peut-être lui-même le coupable. En soi, Anna Abbott s'est retrouvée en fait dans une espèce de situation, on va dire, un peu délicate. Entre d'un côté la loyauté qu'elle devait avoir vis-à-vis de ses camarades de Poufsouffle, dans ce qui ressemblait à être une attaque, et l'amitié qu'elle pouvait avoir vis-à-vis de Harry Potter. Après, on peut aussi prendre en considération le fait qu'à Poudlard, les rumeurs persistantes sont parfois quand même assez difficiles à contourner, et encore plus quand on a 12 ans et qu'on est par voie de fait tout à fait apte à se faire un peu influencer par ceux qui parlent le plus fort. Après, rien ne nous laisse vraiment penser qu'elle ait été, on vous le rappelle, pleinement convaincue par la thèse de la culpabilité de Harry Potter et le fait qu'il soit l'héritier de Salazar Serpentard. On retrouve Anna Abbott dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, toujours un peu en fait en toile de fond, c'est vraiment pas un personnage principal, on est d'accord, mais on la recroise quand même toujours plus ou moins dans la périphérie ou dans l'entourage de Harry Potter. Alors que tous les élèves se posent la question de la manière dont Sirius Black pouvait pénétrer dans le château suite à sa première intrusion, vous vous en souvenez, qui a, entre guillemets, échoué, même s'il a réussi quand même à se balader et à faire quelques dégâts, on sait qu'Anna Abbott va proposer une théorie un peu loufoque et qui semble sur le moment totalement irréaliste, estimant que Sirius Black pourrait tout à fait se transformer en arbre pour rentrer ni vu ni connu dans le château. Alors,
Si tout le monde la prend plus ou moins pour une folle, force est de constater qu'elle n'était en réalité pas si loin que ça de la réalité, puisque c'est bien par le fait de la métamorphose que Sirius Black réussit effectivement à entrer dans le château à sa guise, à errer autour de l'école sans que personne, ni les sorciers, ni les détraqueurs, ne le remarquent. Preuve quand même d'une certaine perspicacité chez cette jeune fille qui avait peut-être senti quand même un petit peu les choses venir, notamment avec cette question de la métamorphose. On sait qu'Anna Abbott dispose de certaines compétences en matière de botanique et excelle absolument même dans cette matière. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que le professeur Chourave est elle-même directrice de la maison Poufsouffle. C'est d'ailleurs souvent dans le contexte des cours de botanique que l'on retrouve le personnage d'Anna Abbott au fur et à mesure des aventures de Harry Potter. Chemin que semble prendre d'ailleurs, on peut le remarquer avec une certaine satisfaction, la série, puisque nous avons aperçu ce personnage principalement dans ce contexte de la serre de botanique. Après, il ne faut quand même pas être trop réducteur sur ce sujet, mais vous verrez quand même qu'il a son importance dans le parcours de notre jeune élève du jour. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, on découvre cependant un peu plus les capacités spéciales d'Anna en botanique, puisqu'elle aide notamment l'infirmier en chef de Poudlard, vous le savez, Madame Pomme-Fraîche, à récolter certaines plantes permettant de réduire notamment les problèmes d'acné des élèves, qui sont légion en ce début d'année et qui peuvent occasionner vraisemblablement certaines dérives d'élèves tentant des solutions absolument désespérées pour s'en débarrasser. Et Anna semble donc être considérée comme étant suffisamment apte pour accompagner donc Madame Pomme-Fraîche dans la réussite de ce type d'exercice. Durant le tournoi des Trois Sorciers, elle soutient très logiquement évidemment son comparse de Poufsouffle, Cédric Diggory. Difficile d'imaginer une autre position dans une maison où effectivement la loyauté est érigée comme une valeur cardinale. Comme beaucoup, elle a très mal vécu, il est vrai, la sélection, on va le dire, un peu surprise de Harry Potter, qu'elle finira par lâcher en race campagne. On sait qu'elle abordera notamment des badges de soutien à Cédric Diggory, assez peu sympathiques vis-à-vis de Harry Potter. Il faut se souvenir, sans que cela ne la dédouane en rien, que toute l'école, à ce moment-là de l'histoire, en dehors des membres de Gryffondor, et encore à géométrie variable, toute l'école est absolument opposée à la candidature de Harry Potter pour ce tournoi des Trois Sorciers, et ne croit absolument pas du tout en son innocence, et tout le monde se pose la question de savoir, y compris certains de ses plus proches, comment il a bien réussi son coup. Harry Potter est très isolé lors de cette année scolaire un peu particulière. On croit comprendre qu'il n'existe aucune relation particulière entre Harry et Anna Abbott lors de cette année un peu spéciale. On sait qu'elle passe beaucoup de temps avec Ernie Macmillan et qu'elle adopte aussi une attitude extrêmement sérieuse, très studieuse et qui a tendance à passer un peu sa vie, de ce que l'on comprend, à la bibliothèque, signe qu'il s'agit quand même d'une élève qui a un certain potentiel. Le dénouement, évidemment absolument tragique, du tournoi des Trois Sorciers sera un événement traumatique pour Anna, comme pour toute l'école d'ailleurs, et encore plus évidemment pour les élèves de la maison Poufsouffle. C'est le genre d'événement dont on ne se remet jamais véritablement. Durant l'été, Anna Abbott, on le sait, est nommée par Albus Dumbledore comme préfète de la maison Poufsouffle, preuve s'il en était besoin qu'il s'agit d'une très bonne élève au comportement absolument irréprochable. Les blessures engendrées par les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu semblent s'être un petit peu estompées et Anna Abbott semble être revenue dans de meilleures dispositions vis-à-vis de Harry Potter. Assez rapidement, dans l'année, elle commence à comprendre que les choses tournent mal à Poudlard et que les cours de Dolores Umbridge posent quand même de nombreuses questions, voire même de nombreux problèmes. Elle est convaincue du retour de Lord Voldemort, la mort de Cédric Diggory ne peut être absolument ignorée, encore plus évidemment pour une élève de Poufsouffle, et elle sait très bien qu'il ne peut s'agir d'un accident, ce qui demeure, on s'en souvient, l'excuse officielle fournie par les autorités du monde magique. Elle voit donc qu'il y a une différence entre la réalité et la fiction qui est en train d'installer le ministère de la magie. Elle fait rapidement le choix de rejoindre l'armée d'Albus Dumbledore. Évidemment, même si elle semble confrontée à de multiples combats intérieurs, Anna Abbott est une jeune fille sensible qui est un peu brinque-ballée entre plusieurs considérations. D'abord, la mort de Cédric, qui est loin d'être digérée, évidemment, la peur du retour de Lord Voldemort, la peur pour ses parents, son rôle de préfet, sa réussite scolaire, bref, un peu trop plein de tout, et ça fait beaucoup pour une jeune fille de 14 ou 15 ans. L'arrivée de Dolores Umbridge comme grande inquisitrice et les buses ne viennent absolument rien améliorer et vont placer Anna dans une situation de surtension, la faisant absolument souffrir. On sait notamment qu'elle s'effondrera en cours de botanique lors d'une épreuve, puisqu'elle perdra massivement
massivement confiance en elle à ce moment-là, alors que c'est une matière dans laquelle elle excelle. Il en sera de même aussi durant la métamorphose. Anna, elle est troublée et elle est totalement à bout de souffle. L'adolescence, évidemment, n'aidant pas dans ce genre de situation. Dans l'armée de Dumbledore, on sait cependant qu'elle réussira à apporter notamment son aide aux membres de l'armée pour mieux maîtriser certains enchantements et certains sortilèges qu'elle semble maîtriser mieux que d'autres. Quand l'armée de Dumbledore doit affronter, vous vous en souvenez, la brigade inquisitoriale, Anna Abbott ne se dégonfle absolument pas et se range tout naturellement du côté de Harry, Ron et Hermione, preuve s'il en était besoin que les événements de Harry Potter à la Coupe de Feu sont bien évidemment archivés. Elle ne participe cependant pas à la bataille du département des mystères puisqu'on sait qu'elle reste à Poudlard probablement pour tenter de garder la situation à l'œil et notamment Draco Malfoy et ses amis et s'assurer que tout ne parte pas en vrille le temps que Harry Potter revienne et que Dumbledore réapparaisse au bout d'un moment. On sait que Anna réussira quand même ses examens des buses et validera son entrée en 6e année à Poudlard. Alors, Anna Abbott est relativement absente, il faut le reconnaître, des événements se déroulant dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, mais cela s'explique notamment par le fait que peu après le début de sa 6e année, elle est interrompue en plein cours de botanique et apprend le meurtre de sa mère. On comprend du récit que cette mort n'a évidemment absolument rien d'accidentel et que ce sont probablement les Mange-Morts, voire Voldemort, qui en sont les responsables. On sait que sa mère est retrouvée morte à son domicile, mais sans plus grande explication. Difficile d'ailleurs d'identifier les raisons, mais les suppositions peuvent quand même être relativement simples à énoncer et on va essayer d'en faire quelques-unes dans cette vidéo. Nous ne connaissons pas non plus d'ailleurs quelle était la place qu'occupait la mère d'Anna Abbott dans le monde professionnel de la magie, mais imaginons par exemple qu'elle ait pu être employée au ministère de la Magie. Si tel était le cas, peut-être a-t-elle refusé d'aider les Mange-Morts à conquérir le pouvoir, peut-être s'est-elle opposée à quelque chose qui allait à l'encontre de ses valeurs, c'est possible aussi, ou peut-être était-ce juste un simple meurtre d'opportunité, car il est tout à fait possible que la mère d'Anna Abbott soit née moldue, et que donc le fait qu'elle se soit liée avec un homme venant probablement d'une famille de sang pur, ou alors l'inverse, était évidemment quelque chose d'insupportable pour donc les Mange-Morts qui ont décidé de faire le ménage. Bref, toutes les lucubrations ne nous mènent en réalité en fait nulle part car J.K. Rowling n'a jamais donné la véritable réponse. Cependant, on sait que Anna, et c'est somme toute assez logique et assez compréhensible, va quitter Poudlard et n'effectuera a priori pas du tout sa 6e année, en tout cas à cette période. On sait qu'elle sera particulièrement absente, puisque nous n'avons en effet plus aucune trace d'elle dans le roman. Alors, prend-elle le temps de se remettre de cette épreuve ? Est-ce qu'elle est en fuite avec son père ? Est-ce qu'elle est incapable, elle qui a déjà tant souffert de la mort de Cédric Diggory, de retourner à Poudlard et donc à une vie normale, en plus dans une période qui est émotionnellement très difficile pour elle à tenir ? Tout est possible, le fait est qu'elle n'est pas mentionnée dans cette dernière année de Harry Potter à Poudlard. Par contre, on la retrouve dans Harry Potter et les reliques de la mort, où nous savons qu'elle est de retour à Poudlard, probablement pour une nouvelle 6e année, même s'il est difficile de le confirmer, mais à notre connaissance, elle n'a pas passé ses examens de 6e année. Malgré son statut de sang-mêlé, Anna Abbott n'a pas eu d'autre choix que de retourner à Poudlard, puisque les nouvelles autorités du monde magique, à la solde de Lord Voldemort, ne laissent en effet, vous vous en souvenez, aucun choix aux enfants de familles de sang pur ou de sang mêlé. Poudlard, évidemment, au moment où Anna Abbott y remet les pieds, est totalement méconnaissable. Elle se retrouve dans une école ténébreuse, dans une école malsaine, où les enseignements sont principalement tournés vers la magie noire, et surtout avec un encadrement disciplinaire qui a viré d'un côté totalement autoritaire. Cependant, dans ce contexte qui aurait pu inciter la jeune fille à une certaine forme de prudence, elle va pourtant faire absolument tout le contraire, alors même que son statut de sang l'expose quand même à davantage de risques que la majorité de la population. On sait que même si Harry, Ron et Hermione ne sont pas rentrés à Poudlard cette année pour mener une partie de la résistance, Neville Londubat et Ginny Weasley ont fait le choix de poursuivre la résistance de l'intérieur de l'école et de refonder l'armée de Dumbledore. Anna Abbott, évidemment, sera de ce
combat. L'armée de Dumbledore n'a plus vraiment les mêmes objectifs que ceux développés dans l'intrigue de Harry Potter à l'Ordre du Phénix. Cette fois-ci, l'objectif, c'est de mettre à mal l'autorité et les agissements du nouveau directeur de Poudlard et des sinistres Carrow, qui sont en charge, vous vous en souvenez, notamment du respect de la discipline et des règlements à l'intérieur de l'école. On sait assez peu de choses, en fait, sur ce qu'il s'est passé durant cette année-là à Poudlard. L'intrigue du roman se concentrant fort logiquement sur les aventures de Harry, Ron et Hermione en quête, vous vous en souvenez, des Horcruxes. On peut cependant imaginer que c'est bien à cette époque que la jeune Anna Abbott va probablement commencer à développer quelques sentiments pour un jeune homme que nous ne connaissons que trop bien. Neville Londubat, on le sait, a beaucoup évolué. Le retour de Voldemort y est pour beaucoup naturellement. Il a une revanche importante à prendre, des parents à venger, et surtout, il ne veut absolument pas que le monde des sorciers bascule dans les ténèbres. Malgré les mauvais traitements, malgré les brimades, les blessures, les traumatismes dont il est victime, notamment à cause des Carrows, il ne lâche absolument rien, sa détermination est totale, il recrute, il entraîne et il dirige l'armée de Dumbledore. Il tente de protéger comme il le peut les élèves les plus faibles de l'école, tentant de les rassurer et se tient prêt le moment venu à aider Harry d'une manière ou d'une autre si ce dernier en a besoin. Il sait très bien par exemple que Harry Potter a besoin d'un instrument pour détruire l'un des Horcruxes. Et avec Ginny Weasley, il va même essayer de voler l'épée de Gryffondor dans le bureau de directeur de Severus Rogue pour la transmettre à Harry Potter, ce qui lui vaudra, et évidemment, vous vous en doutez, quelques sévices. Anna Abbott connaît Neville en fait depuis le début de sa scolarité à Poudlard. Alors, on ne leur connaissait pas de relation particulière, ni d'échanges particuliers durant ces années, mais il faut bien comprendre quand même que Poudlard, même si c'est effectivement une école qui regroupe de nombreux élèves, en l'occurrence, il existe quand même toujours une certaine forme de cloisonnement entre les années. Anna et Neville ont partagé de nombreux cours naturellement et puis se sont probablement trouvés en fait une passion un peu commune autour de la botanique. La botanique sur le papier n'est pas la magie la plus fascinante, ni même la plus marquante ou la plus impressionnante. Pourtant, elle demande quand même une certaine forme de doigté et bien utilisées, les plantes et ce qu'on peut en retirer peuvent donner une magie très particulière et tout aussi dangereuse évidemment que d'autres formes de magie. Dans Harry Potter, peu d'élèves semblent s'intéresser véritablement à cette branche très particulière de la magie et encore moins à y exceller. Neville et Anna Abbott font partie donc de cette petite forme d'élite en la matière, si on note ce terme un peu particulier, ce qui crée nécessairement forcément entre les deux personnages quelques liens. Quand Harry Potter réussit à revenir à Poudlard pour la dernière étape de son combat, Anna Abbott fait le choix de rester à l'école et de ne pas prendre la fuite comme de nombreux élèves qui sont, vous vous en souvenez, mis en sécurité loin de l'école. Anna comprend parfaitement ce qui se joue avec cette bataille et c'est ce à quoi elle s'est préparée durant l'entièreté de son année à Poudlard au sein de l'armée de Dumbledore et pour elle aussi, on peut imaginer évidemment qu'il y a une dimension de revanche compte tenu du sort qui a été subi par sa propre mère. Au début de la bataille, on sait qu'elle fait partie du groupe qui s'est constitué un peu autour de Fred et George Weasley, chargé de protéger les passages secrets de Poudlard venant de l'extérieur, afin évidemment d'éviter une invasion par ce système bien connu des jumeaux. Au fur et à mesure de la bataille et de l'entrée quand même des troupes de Voldemort dans le château, évidemment le groupe va être séparé et les morts vont commencer à s'empiler. Harry va se sacrifier, on le sait, dans la forêt interdite, puis ensuite revenir à la vie avant que la seconde partie de la bataille ne s'enclenche. On sait que Voldemort tentera de s'en prendre directement à Anna Abbott et à Seamus Finnegan, mais Harry réussira parfaitement à bloquer le maléfice de Voldemort et à engager le combat. Anna Abbott assistera à la victoire définitive de Harry Potter sur le Seigneur des Ténèbres, vaincu, vous vous en souvenez, dans la grande salle et non pas dans la cour extérieure du château comme ça a été le cas dans l'adaptation cinématographique. Après les événements de la bataille de Poudlard, on sait quelques petites choses sur la vie d'Anna Abbott, grâce aux notes notamment de J.K. Rowling. On sait qu'elle deviendra la propriétaire du Chaudron Baveur et s'installera avec Neville, donc au Chaudron Baveur, qui lui deviendra professeur de botanique à Poudlard, ce qu'un certain nombre d'élèves a l'air de trouver absolument très cool d'avoir un prof qui habite au-dessus du Chaudron Baveur. On sait qu'elle postulera un petit peu plus tard, elle aussi, à Poudlard, bien qu'elle ne bénéficie d'aucune formation au poste d'infirmière, mais qu'elle finira par obtenir, a priori, après
après une bonne formation en la matière pour devenir une soignante. Donc, ni Anna Abbott ni Neville, ensuite, ne semblent avoir eu d'enfants. En tout cas, ils ne semblent pas en avoir. À l'époque des événements de Harry Potter et l'enfant maudit, ce n'est absolument pas précisé, contrairement à quand même beaucoup d'autres personnages. Donc, on ne sait pas ce qu'il en est véritablement sur ce point-là. Ce qui est certain, c'est que ce couple a l'air tout à fait heureux. Alors, c'était important pour nous de parler un peu d'Anna Abbott parce que c'est vrai que dans l'adaptation cinématographique de Harry Potter, ils ont fait le choix de créer une sorte de romance qui s'est installée entre Neville Londubat et Luna Lovegood, pour une raison assez étrange qu'on ne s'explique pas véritablement, puisque ce n'était absolument pas les indications qui étaient celles de J.K. Rowling, qui de toute façon a toujours vu Luna Lovegood avec, vous le savez, le petit-fils de Norbert Dragono, avec qui elle aura d'ailleurs 2 enfants. Donc on a toujours été un peu étonnés de cette espèce de romance un peu étrange qu'ils ont essayé de monter entre Neville et Luna Lovegood, alors qu'en fait le personnage d'Anna Abbott colle en réalité beaucoup plus, si on regarde dans le fond, à la personnalité qui est celle de Neville. Déjà, ce sont tous les deux des enfants qui ont eu à souffrir des actes directement des mange-morts et qui ont tous les deux perdu au moins un parent. Neville, vous le savez, c'est les deux dans cette histoire. Ils partagent tous les deux une passion dévorante pour la botanique. Ce sont 2 élèves qui ont malheureusement les pieds sur terre et qui ne sont pas du tout, entre guillemets, ni dans la fantaisie, ni très fantasques. Au contraire, ils sont très terre à terre. Ce sont des élèves qui restent plutôt bons, mais qui savent se révéler véritablement dans les épreuves, comme ce fut le cas par exemple pour les 3 dernières années à Poudlard, la 5e, la 6e et la 7e année, où effectivement on voit bien que Neville Londubat a su faire un grand chemin, que Anna Abbott elle aussi a su faire ce chemin-là, même si ça a été évidemment entrecoupé par cette 6e année relativement absente. D'ailleurs, on peut imaginer pourquoi pas que Anna Abbott soit revenue faire sa 7e année en même temps que Hermione Granger après la bataille de Poudlard. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas mentionné. Mais en tout cas, pour nous, il nous semble vraiment assez clair que Neville et Anna Abbott, c'est plutôt un couple qui fonctionne. Sur le papier, ils partagent quand même beaucoup plus de choses que Neville et Luna. Là-dessus, il n'y a pas tellement de choses à remettre en question. La version de J.K. Rowling nous semble beaucoup plus cohérente que celle des films, même si on peut comprendre la logique qu'il y aurait eu entre guillemets à les mettre ensemble. Mais c'est vrai que le personnage de Neville est un personnage quand même absolument fascinant, mais qui a cette part quand même de calme et de réalisme qui colle plus avec l'univers de Poufsouffle et d'Anna Abbott qu'avec l'univers un peu perché quand même, il faut le reconnaître, de Luna Lovegood, qui elle effectivement n'est pas tout à fait les pieds sur terre, même si elle a connu de très grandes épreuves. Elle aussi a perdu un parent, mais en l'occurrence sa mère est décédée dans des circonstances que l'on connaît, c'est-à-dire des circonstances accidentelles, ce qui n'est absolument pas le cas ni de Anna Abbott ni de Neville Londubat, vous vous en doutez bien. Donc là-dessus, il y a aussi des liens qui se créent dans ce genre de situation, ça paraît être quelque chose d'assez sensé. Donc pour nous, voilà, c'est un personnage évidemment qui reste un personnage secondaire, qui ne fait pas partie de la gamme des personnages principaux de Harry Potter, c'est pas un personnage récurrent et qu'on aura probablement l'occasion de voir 1000 fois dans la série, mais c'est quand même un personnage qui demeure toujours un peu dans cette périphérie, parce qu'encore une fois, le cloisonnement année par année, c'est quelque chose qui est assez important. On sait que les cours en commun sont très souvent mentionnés dans les livres de J.K. Rowling, donc forcément, à un moment donné, vous n'avez pas non plus 36 000 élèves par année et 36 000 élèves par maison, et quand vous avez des moments effectivement entre Gryffondor et Poufsouffle, forcément, des personnages comme Susan Bones, comme Anna Abbott, comme Ernie Macmillan, comme Justine Finn-Fletcher vont apparaître dans le scope complet et total, évidemment, de Harry Potter, et donc on va forcément les découvrir un petit peu plus. Et c'est vrai que nous, vous le savez, la série au départ, on n'était pas ultra favorable il y a 3 ans quand ils ont annoncé la sortie de cette série, parce qu'on se disait que bon, c'était peut-être encore un petit peu tôt, que il n'y avait pas forcément un intérêt monumental à se positionner à nouveau sur l'histoire de Harry Potter. Mais en fait, en vrai, quand on voit le nombre de personnages qui ont été sacrifiés par les adaptations cinématographiques, on ne peut que rêver en fait d'un meilleur développement
Et là-dessus, on a tout à fait confiance pour que ce soit le cas. Le casting des enfants, vous le savez, nous plaît beaucoup, beaucoup. En tout cas, on a vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Et la jeune actrice, alors voilà, qui pour l'instant est tout à fait inconnue, mais qui a été choisie. Déjà, c'est une grande fan de Harry Potter, ça se sait, ça se voit, elle le montre, elle le dit sur son compte Instagram. Voilà, elle est très au fait, entre guillemets, de la promotion, et voilà, elle est très volontaire pour voilà, ne serait-ce que même se reconnaître presque de dos dans certaines images de la bande-annonce ou du documentaire. Donc elle est vraiment à fond sur le sujet, et c'est ça aussi qui est cool, c'est d'avoir des enfants qui, même s'ils sont sur des rôles secondaires, sont en fait fans de l'univers, et donc du coup vont avoir envie de donner beaucoup plus et d'offrir beaucoup plus aux spectateurs en incarnant justement voilà, des personnages qu'on n'a pas forcément découverts si on n'a pas lu les livres, mais qui méritent évidemment d'être connus, puisque quand même, c'est vrai que c'est un peu dommage de passer à côté de Anna Abbott, alors que cette dernière, quand même, va devenir la femme de Neville Londubat, qui est quand même l'un des personnages principaux de la saga. Donc c'est vrai que pour nous, c'était quand même une manière de revenir un petit peu sur ce personnage. Alors, on verra évidemment au fur et à mesure de la série si on apprend de nouvelles choses sur Anna Abbott, mais nous, évidemment, c'est un personnage comme ça qu'on voulait traiter au travers de cette petite vidéo sur laquelle on n'a pas raison d'épiloguer tellement plus, mais voilà, ça nous semblait quand même important de remettre un peu les points sur les i, et surtout d'essayer d'éclaircir ensemble cette drôle d'histoire entre Neville et Lina Lovegood qu'on n'a jamais véritablement compris. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo, aussi à la booster si vous l'écoutez sur l'application YouTube. Ça nous aide vraiment à faire connaître notre contenu, et dans une période où il y a beaucoup de désinformations sur la série Harry Potter notamment, et sur l'univers de J.K. Rowling, c'est important de faire monter des sources que vous pouvez identifier vous comme étant des sources crédibles, et si vous nous apportez ce crédit, évidemment on vous remercie beaucoup pour cela. Donc on va se quitter là pour cette vidéo. On ne sait pas encore s'il y aura un série actu ce week-end. À ce stade, il n'y a pas suffisamment d'informations pour faire un série actu, mais voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. On diffuse maintenant de manière assez régulière, quasiment tous les jours, des petites informations, des petits détails, des petites pensées qu'on peut avoir autour de la série, et plus largement autour de l'univers de Harry Potter. Notre compte Instagram, c'est @CriDeLaGaroude, donc n'hésitez pas aussi à nous suivre là-dessus. Donc on se retrouve éventuellement pour le 20e épisode, probablement ce week-end si il y a, et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.